Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 9 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir avec des signes encourageants en vue du retour du soleil enfin sur la principauté ces prochaines heures. À la salle Garnier hier soir, la toujours très attendue proclamation du palmarès des lauréats des différents prix de la Fondation Prince-Pierre. La découverte d'un tout nouvel espace de repos pour les marins et puis le début des 24e assises de la sécurité informatique avec un thème choisi, emprunté même aux derniers Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour évoquer la cybersécurité ensemble. Un motif de discussion, d'échange et de partage dont nous parlera l'organisatrice Maria Iacono dans un court instant. Nouvelle date, nouvelle expérience pour le Festival international d'orgue passé du mois d'août au mois d'octobre. Le directeur artistique de l'événement, Olivier Vernet, nous présentera les temps forts. Et comment ne pas évoquer une compétition autour d'une recette ancestrale? Le pâté croûte, une manche de sélection au championnat du monde, a eu lieu hier au Monte Carlo One. Le palmarès 2024 de la Fondation Prince-Pierre a été dévoilé hier à la salle Garnier, place du Casino, en présence de sa présidente, son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, et de ses filles, Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre. Reportage signé Christine Petit-Homel et Julien Laugier. Chaque année, la Fondation Prince-Pierre décerne plusieurs distinctions. Hier soir, à la salle Garnier, ce sont la musique et la littérature qui étaient à l'honneur pour cette 58e cérémonie de proclamation des prix de la Fondation. Et comme l'a rappelé le secrétaire général Jean-Charles Curaud lors de son discours d'ouverture, la Fondation Prince-Pierre et ses conseils se sont réunis à Monaco pour donner une place à l'humain et au sensible pour célébrer une fois encore la création artistique. 6 prix au total ont été décernés, dont le prix littéraire qui a été remis à l'écrivain Mathieu Bellesi pour l'ensemble de son œuvre portant essentiellement sur la colonisation de l'Algérie. 132 ans de l'histoire de France, comment peut-on la mettre de côté comme ça? Voilà, je dis je vais essayer si c'est trop difficile parce que c'est très complexe, les rapports entre les Français et les Algériens. Et puis voilà, je me suis pris au jeu, j'ai écrit un premier roman et j'ai trouvé, c'est ce que je disais, j'ai trouvé sur la terre algérienne un territoire littéraire. C'est la première fois qu'on me donne un prix pour l'ensemble de mon œuvre. Ça fait quand même au moins 25 ans que j'écris, que je construis cette tétralogie algérienne. Alors bon, on a pu dire du bien de certains romans, mais moi, mon but c'était l'œuvre, c'est-à-dire ces 4 romans qui forment un tout quand même. Autre prix littéraire remis lors de cette cérémonie, la bourse de la découverte décernée à l'écrivain Mokhtar Hamoudi pour son premier roman, Les conditions idéales, et le coup de cœur des lycéens remis à la romancière Cécile Tlili pour Un simple dîner, un prix décerné chaque année par les élèves de la Principauté. Dans le domaine musical, Hans Abrahamsen a reçu le prix de composition musicale pour l'ensemble de son œuvre et le compositeur Paul Novak a été primé quant à lui pour Prism and Mirrors en recevant le coup de cœur des jeunes mélomanes. Et si la musique et la littérature étaient au cœur de cette édition, la philosophie a également été mise à l'honneur puisque le prix de la Principauté, décerné conjointement par la Fondation Prince-Pierre et les rencontres philosophiques de Monaco, a été remis au penseur Souleymane Bachir Diane pour l'ensemble de son œuvre, pour son éthique et sa tolérance. On m'a qualifié de penseur de la traduction entendue comme l'art de faire en sorte que les cultures se parlent, que les langues se parlent. Et il m'a semblé que dans un monde aujourd'hui qui est fragmenté par tous nos ethnonationalismes, il est important de revenir à une parole humaniste, à une parole qui soit porteuse d'universel, non pas un universel impérial, non pas un universel colonial, mais un universel de la rencontre, un universel de la traduction. Et cela se traduit par la tolérance. C'est ainsi que s'est refermée cette 58e cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre. Prochain rendez-vous, le lancement de la nouvelle année du coup de cœur des lycéens, le 16 octobre prochain au lycée Albert Ier. Et ce matin, les lauréats de cette année ont reçu leur prix dans les salons du Palais Princier en présence du prince souverain.
Le Grimaldi Forum accueille depuis ce matin la 24e édition des Assises de la sécurité informatique. Et sans plus tarder, on va retrouver sur place l'organisatrice de cet événement, plus que jamais dans l'air du temps. Maria Iacono est avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Des assises marquées du sceau de l'emblème, tout simplement, ensemble, propre aux Jeux Olympiques qui viennent de se dérouler en France. Absolument. Un thème qui nous a inspiré l'année dernière en préparation de cette 24e édition. Et on était en préparation, justement, la communauté de la cybersécurité était en train de se préparer pour le grand marathon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Oui, c'est encore une musique évidemment qui résonne. Il n'y a pas eu de soucis pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques finalement dans votre domaine ? Il y a eu des soucis, il y a eu une grande préparation en amont de ces Jeux et il y a eu un beau record. Vraiment un beau record au niveau des chiffres de cybersécurité qui ont été communiqués à la clôture des JO le 10 septembre par l'ANSSI. D'ailleurs, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, présentera en ouverture de cette 24e édition les chiffres définitifs et on fera vraiment ce qu'on appelle nous un rétex, un compte-rendu de cette période. C'est une belle base de travail en tout cas, ce thème ensemble bien sûr, parce que dans le monde entier, on le sait, que ce soit pour des élections, que ce soit dans des hôpitaux, contre des médias et plus récemment avec ces tragiques événements au Liban, avec ces beepers à distance, ce talkie-walkie, c'est quelque chose qu'il faut contrôler aujourd'hui, on ne peut le faire qu'ensemble, la planète entière ? Et oui, et ce qu'on a souhaité ici à Monaco pour cette 24e édition des Assises, c'est vraiment construire un parcours thématique de comment déployer ce mot ensemble. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'ensemble a juste été une tagline, un effet de mode ou de communication. On a vraiment très concrètement dessiné et programmé des moments où on aide nos experts à mieux faciliter le travail ensemble, que ce soit au sein de sa propre organisation, donc entreprise, mais aussi en mode réseau, en dehors de l'entreprise, en mettant des explications sur le qui fait quoi dans ce monde, sans compter tout le contexte de l'ingérence de l'information qui perturbe notre communauté et nos sociétés. C'est vrai que dans notre société, on parlait beaucoup de cyberattaques à une époque, mais cette fois-ci, ce sont des cyberattaques qui sont contre l'humain, ce qui commence à compliquer la chose pour aller contrôler tous ces domaines. En fait, les cyberattaques, malheureusement, sont toujours là. On appelle un langage en cybersécurité, on parle des ransomware. Ils sont toujours là, malheureusement. Ils tiennent la communauté toujours à fil tendu. Mais le panorama de la cybercriminalité, par l'IA, qui a vraiment ouvert une boîte de Pandore aux attaquants, on a eu une explosion des fraudes, des deepfakes, des fausses attaques au président. Et donc, ça fait un trop-plein de surcharge pour cette communauté qui, heureusement, est une communauté qui mûrit de plus en plus, qui travaille de plus en plus en mode réseau, en mode connecté avec l'ensemble de l'écosystème afin de répondre à tous ces enjeux. Parce que les pays sont touchés, tous les éléments de l'État, bien sûr, dans n'importe quel pays, on le voit aussi sur les entreprises, mais on le voit aussi chez nous, tout simplement, sur une personne lambda. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se contrôler ? Il faut éviter de laisser sa caméra allumée. Nos données sont partout, même si on essaie de les protéger. Il n'y a pas de système infaillible aujourd'hui. Non, mais la sensibilisation est quelque chose de très important pour l'ensemble des citoyens et vraiment la place que prend l'information au niveau des dangers des attaques de cybersécurité est très importante. Il y a vraiment une mission que la communauté des experts de la cybersécurité porte. Il y a un geste à ne pas faire pour nous, utilisateurs d'iPhone, d'iPad, de tablettes ou autres ? Il n'y en a pas un, il y en a plein. Et voilà, et si j'ai un conseil, un seul, s'il vous plaît. Voilà, un seul, et déjà aller regarder le site de cybermalveillance.gouv, justement, qui aide l'ensemble des citoyens à anticiper, à se préparer. Donc il y a un sacré travail qui est fait depuis presque 6 ans maintenant par leurs équipes. Et donc voilà mon seul conseil. J'aimerais pas que l'on se sépare ce soir sur Monaco Info, Maria Iacono,
ne pas parler d'un phénomène qui est actuel aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Ça va être encore plus compliqué, on l'imagine, d'aller contrôler tous ces systèmes entre les fake news et autres, et de laisser une voix s'emparer simplement d'un présentateur de télévision, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, l'IA a ouvert la boîte de Pandore pour les attaquants parce que la capacité de frappe, bien évidemment, elle a été énormément maximisée. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant tout, l'IA, depuis déjà plusieurs mois, est en train de donner énormément d'aide à nos offreurs de solutions pour avoir plus de capacité de réponse aux accidents, d'anticipation. Donc c'est pour ça que on est dans une vraie dichotomie entre, certes, l'IA a servi et sert encore et servira sûrement encore aux attaquants, mais en parallèle, grâce vraiment à la maximisation des machines et des outils qu'elle donne aux offreurs de solutions, en vrai, c'est une vraie arme de défense. Merci 1000 fois. Merci à vous. Bonnes assises en tout cas, Marie Recono. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Un grand merci à la Principauté de l'accueil qui nous est fait tous les ans. Merci. Anticiper les risques, on l'a bien entendu, tout comme renforcer les systèmes de défense et assurer la résilience des institutions, comme ici chez nous en Principauté. Alors pour aller plus loin, regardez ce reportage. Il est signé Vanessa Dessy, accompagnée de Lionel Bernardi. C'est un rendez-vous qui permet d'aborder les défis croissants en matière de cybersécurité. Les assises réunissent experts, entreprises et décideurs politiques afin d'échanger sur les meilleures pratiques, les technologies émergentes et les réponses face aux cyberattaques. Dans un monde de plus en plus digitalisé, les menaces évoluent rapidement, touchant à la fois les infrastructures critiques et les données sensibles. L'UTESA est une société monégasque spécialisée dans l'accompagnement stratégique des entreprises. Chez l'UTESA, nous travaillons sur 4 domaines particuliers. Un des premiers domaines, c'est la connectivité. La connectivité, c'est tout ce qui est réseau LAN, Wi-Fi, que nous mettons en place dans les entreprises. Nous en faisons le maintien en conditions opérationnelles aussi. Nous avons une entité spécialisée dans la cybersécurité. Nous avons plus de 50 partenariats avec des éditeurs de cybersécurité du marché. Et nous sommes chez certains support partners de par l'exigence en fait, de nos consultants à être hyper spécialisés dans les technologies. Nous travaillons également sur les technologies cloud et avons une dernière business unit qui est dédiée à la gouvernance des risques où nous amenons les entreprises à être certifiées selon les dernières normes de cybersécurité. Monaco Cloud est la plateforme souveraine de cloud en Principauté. Sa mission principale est de fournir des solutions de stockage et de gestion de données sécurisées pour les entreprises locales et internationales, tout en respectant les normes strictes de confidentialité. L'objectif principal de Monaco Cloud, c'est de garantir que les données de nos clients sont sur des environnements souverains, sécurisés, avec des standards de sécurité élevés. On a notamment l'homologation PSSIE, politique de sécurité de l'État, mais également les certifications ISO 27001 et HDS qui permettent de garantir un très haut niveau de sécurité sur les services qu'on propose. Alors l'objectif, c'est de venir étoffer l'écosystème de partenaires, puisqu'on est dans un modèle de distribution indirecte de nos services. On va avoir d'un côté des partenaires plutôt de type intégrateur qui vont déployer l'infrastructure pour le compte de clients finaux et des partenaires de type éditeur de solutions qui vont plutôt déployer leur propre offre SaaS à destination des clients en Principauté. La 24e édition des Assises de la cybersécurité se déroule au Grimaldi Forum jusqu'à samedi. Et direction le port de Monaco où un tout nouveau lounge a été inauguré hier soir, un espace spécialement conçu pour accueillir les équipages de navires en hivernage. Un lieu de détente et de convivialité qui offre désormais à ces marins un refuge chaleureux pendant la saison froide. Véritable symbole de l'hospitalité monégasque et du soutien envers ceux qui sillonnent nos mers. Je vous propose d'écouter Olivier Lavagna qui évoque l'objectif de ce projet au micro de Vanessa Dessy. L'objectif, il est double. C'est en période hivernale, quand un bateau se pose, on va dire, après la saison, et qui n'a pas de chantier à faire, il cherche un port. Et donc à Monaco, on est content d'accueillir. Et pour maintenant les yachts et les grands yachts, un service qui est de plus en plus apprécié, c'est pour les équipages. Pour en fait le capitaine du bateau, son personnel, il va choisir le port pour que son personnel soit le mieux. Et à bord du bateau, l'équipage, il n'a accès à rien à part sa couchette. Et donc, il est important de pouvoir leur proposer un service où ils vont pouvoir venir faire du sport,
un coin détente. Donc en fait, ce local qu'on a sur la digue, qu'on a dans notre concession, dont nous avons la gestion, il était inutilisé ou très peu parce que c'était ce qu'on appelait le terminal 2 croisière quand éventuellement 2 bateaux étaient amarrés, accueillis, ce qui se produit en fait pas dans le mode de fonctionnement. Donc ce local, à Monaco, le mètre carré est rare et cher. Et là, on avait un local qui est, quand il y a des croisières, est dans un périmètre de sécurité, donc difficile à exploiter. Et on a trouvé ce service, cette attente en fait, et qui donc, dans 300 mètres carrés, on l'a coupé en 3 espaces. Il y a la gym, une zone vestiaire sanitaire et une zone détente avec kitchenette où les équipages peuvent venir se restaurer ou faire un ping-pong, un petit baby-foot ou regarder un match de sport. Et donc voilà, on a une capacité de 50 personnes. Et sachez que ce nouvel espace est également offert toute l'année à tout le personnel de la Société des ports de Monaco. Fort du succès des 2 premières éditions, le service Petite Enfance et Famille renouvelle son engagement auprès des tout-petits et des parents monégasques. Depuis le mois de septembre, il propose des ateliers d'échange entre parents et professionnels de santé pour aborder les besoins des tout jeunes enfants. Aujourd'hui, focus sur l'atelier du Terrible 2, une phase où les enfants de 2 ans font face à de grandes tempêtes émotionnelles. Reportage Paola Semoa et Alexa Vial. Le terrible tout ou la crise des 2 ans, c'est ça. Ou encore ça. Des crises de colère, des pleurs, c'est devenu le quotidien de Laura depuis quelques mois. Avec 45 heures de travail par semaine, cette jeune maman est impuissante face à son fils, le petit Léo, en pleine crise de 2 ans. J'ai l'impression qu'on est un peu dedans là en ce moment, donc c'est un peu pour ça qu'on est là aussi, un peu pour avoir des réponses un peu à nos questions. C'est nouveau aussi pour nous, c'est notre premier, donc on ne sait pas forcément non plus comment réagir. Mais il n'y a pas que Laura. D'autres parents se sont inscrits à cet atelier pour comprendre cette phase et se préparer au mieux. Une étape obligatoire chez les tout-petits, mais pas de panique, c'est tout à fait normal selon la psychologue. C'est un phénomène qui intéresse beaucoup les parents, qui correspond à une période de développement un peu à la croisée des chemins pour les enfants, où il se place plein de choses pour eux d'un point de vue identitaire. Et souvent, ce qui est compliqué à accompagner, c'est les grosses décharges émotionnelles qui vont avec, puisque l'enfant, c'est son seul mode de communication. Alors, pour accompagner un enfant en bienveillance, il faut commencer par être bienveillant avec soi-même. Et accepter parfois que les émotions sont contagieuses et qu'on a aussi besoin de trouver de la ressource pour soi. Un temps d'échange organisé par la mairie qui aura rassemblé 9 petites familles autour de cette thématique parfois compliquée. La problématique du Terrible 2, c'est un petit peu celle qui est rencontrée par la plupart des familles. C'est un peu le passage obligé où on voit les enfants qui se mettent en colère, on a l'impression pour rien et qui peuvent des fois faire des grosses crises devant tout le monde. Le but, c'est que chaque parent expose un peu sa problématique. Souvent, les autres parents participent et donnent leurs solutions. Au prochain atelier, ils aborderont la question du sommeil de l'enfant le 19 octobre prochain, toujours aux espaces parents. Une histoire de goût maintenant pour les petits et les grands. Le pâté croûte ou le pâté en croûte, c'est un peu comme pain au chocolat ou chocolatine, vous choisissez. Eh bien, une compétition sélective pour le championnat du monde de la spécialité vient d'avoir lieu au One Monte Carlo. C'était mardi après-midi, autour de ce plat traditionnel qui date du Moyen-Âge. Retour sur cet événement avec Fabien Bonilla et Julien Loger qui ont absolument tout goûté. 10 chefs de la principauté ont participé à cette compétition organisée par la confrérie du pâté croûte. C'est une présélection. Le vainqueur ira en finale des championnats du monde pour représenter Monaco le 2 décembre à Lyon. Parmi les membres du jury, le prince Albert II et sa sœur, la princesse Caroline. Ils étaient accompagnés de prestigieux chefs tels que Jacques Maximin, Christophe Cussac, Christian Garcia ou encore par exemple Guillaume Gomez. Tout au long de l'après-midi, le jury et les convives ont goûté les pâtés croûtes à raison de 10 minutes d'intervalle. L'ordre de passage a été au préalable tiré au sort et le jury ne connaissait pas le chef à l'origine du plat goûté. Le championnat du monde existe depuis 15 ans. Attention, c'est du sérieux. On ne plaisante pas avec le pâté croûte. Quand il y a 15 ans, quand on crée ce concours, on se rend compte que 95% de la production est industrielle. Et on peut dire qu'aujourd'hui, grâce à ce concours, on a revalorisé un produit de la tradition culinaire française qui était un petit peu à l'abandon. Et aujourd'hui, on voit des pièces, de les voir aujourd'hui, peut-être des pièces d'exception. Et nous, on en est très fiers. Il y a beaucoup de critères. Le critère principal, j'ai expliqué tout à l'heure au candidat, numéro 1,
qui est éliminatoire, c'est la gelée. Des fois, on peut être surpris lorsqu'on coupe le pâté, qu'on découvre qu'il n'y a plus de gelée parce que la gelée a coulé. Donc ça, il y a une note qui est importante. S'il n'y a pas de gelée, le candidat, c'est sûr qu'il ne sera pas qualifié. Donc je les ai prévenus en les alertant. Ensuite, il y a la cuisson de la pâte. La cuisson de la pâte, souvent, on a des surprises à l'intérieur. La pâte, elle peut être un peu épaisse et à l'intérieur, elle peut manquer de cuisson. Et comme on est là pour choisir le meilleur qui éventuellement peut être champion du monde, on va être très dur dans les notes techniques et à chaque fois, ça va se jouer à un détail près. Le pâté-croûte est un classique de la gastronomie française. Les 10 chefs en compétition ont usé d'originalité pour faire la différence. Outre les ingrédients traditionnels, on a pu retrouver des produits originaux tels que du pigeon, du lard de colonnata, des morilles, des trompettes de la mort, du citron vert, des figues, du magret de canard et j'en passe. 10 chefs qui ont pris cette compétition au sérieux. Ça représente un peu la quintessence du métier de cuisinier de charcuterie, de cuisine. Il y a de la pâte et puis il y a cet aboutissement où vous faites votre pâté en croûte et vous ne savez qu'à la fin, quand vous mettez le premier coup de couteau dedans, si le pâté est réussi. Donc il y a toujours un peu cet émerveillement, même après des années, comme une recette réussie. Et puis ça a un côté partage, un côté cuisine canaille qui correspond bien avec mon établissement et puis qui correspond bien avec ce qu'on aime partager aujourd'hui entre amis, que ce soit les clients au restaurant ou les amis à la maison. Il est 18h45. Après plus de 2 heures de dégustation de pâté-croûte dans l'après-midi, il est temps de donner le nom du vainqueur et il s'agit de Simon Ganache du Yacht Club de Monaco, très ému lors de la remise des prix. Et c'est tellement d'investissement en fait qu'au bout d'un moment, ça relâche et voilà, c'est l'émotion qui parle. C'est la première télé, c'est formidable. Ça a été complexe, la compète, de faire ce pâté croûte? Surtout qu'un mois et demi avant, j'avais jamais fait de pâté en croûte, donc oui, c'est assez complexe. Ouais. Ça paraît pas comme ça, mais c'est énormément de technique et de travail. Simon Ganache n'a pas encore gagné le championnat du monde de pâté-croûte, mais il est sélectionné pour la finale qui aura lieu le 2 décembre à Lyon. Il sera en compétition avec des candidats venant du Mexique, des États-Unis, du Canada, du Danemark, de Suède, de France ou encore du Japon. Et à l'issue de cette journée de présélection, sachez que le prince Albert II a notamment été fait chevalier de ce plat référence et son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a reçu elle de son côté la médaille d'or des toques blanches lyonnaises. C'est une nouveauté dans le temps et votre agenda culturel à Monaco. Le traditionnel festival d'orgue de l'été a été déplacé du mois d'août à la mi-octobre avec 3 grands rendez-vous cet automne, les 12, 18 et 19 octobre. Et avec nous ce soir, son instigateur, le directeur artistique du festival, Olivier Vernet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Grand festival attendu. À Monaco, grand festival d'orgue avec 3 très belles soirées. Vous nous les présentez ? Oui, alors 3 concerts complètement différents et surtout dans 3 lieux différents. Et ça, c'est une grande première pour le Festival international d'orgue de Monaco. Jusqu'à maintenant, nous fonctionnions l'été et uniquement à la cathédrale. Et cette année, nous avons décidé de déplacer les 3 concerts à l'automne et dans 3 lieux différents parce que la principauté a la chance de posséder un patrimoine instrumental de tout premier plan. Là, évidemment, l'orgue de la cathédrale, c'est un instrument fabuleux, mais aussi l'orgue du Sacré-Cœur, le nouvel orgue du Sacré-Cœur, qui est un très très bon instrument. Tout comme l'orgue de l'église Saint-Charles, qui est aussi un très très bel instrument. Tous ces 3 orgues sont parfaitement entretenus. D'accord. Et donc méritent d'être mis en valeur dans des activités culturelles. Et pourtant, Olivier Vernet, on vante toujours la qualité sonore, justement, dans la nef de la cathédrale de votre orgue principal. Oui, ça c'est un instrument fabuleux qui est reconnu maintenant dans le monde entier. On reçoit des visites d'organistes et de musiciens vraiment de toute la planète, des gens qui se proposent de venir donner des concerts, qui viennent visiter l'instrument, qui veulent enregistrer des disques. On a beaucoup de chance d'avoir cet orgue de tout premier à disposition en plus. Vous avez dit 3 temps forts pour ce festival international d'orgue, 3 lieux différents. Ça commence par le Sacré-Cœur, ce samedi 12. Oui, samedi 12, donc concert d'ouverture avec Cali Malone, qui est une organiste, une véritable star dans son domaine. Elle a un langage très particulier, plutôt de la musique minimaliste. Elle crée des ambiances, elle crée vraiment des programmes complètement très originaux. Donc on aura un programme de ses compositions à elle, de ses improvisations. Et ça promet
une soirée complètement extraordinaire. Et là, vous allez marier justement des tendances différentes, parce qu'il n'y aura pas que de l'orgue. Il y a de l'orgue, par exemple, avec des trompettes. Oui, alors ça sera le concert de clôture qui aura lieu le samedi 19 octobre. Un concert trompette et orgue. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de formule trompette et orgue, alors que c'est une formule qui fonctionne admirablement bien. Le public aime beaucoup. Le répertoire est composé de transcriptions, mais aussi de pièces originales. Donc là aussi, on aura un très beau concert avec Romain Leleu, victoire de la musique, et puis Guylain Leroy, qui est le titulaire de l'orgue de la cathédrale de Lille. Deux formidables musiciens pour un programme qui devrait réjouir le plus grand public possible. Et il y aura également de l'orgue avec du chœur et des chœurs, hein, bien sûr. Oui, ça c'est le concert un peu phare de la programmation. On a la chance de pouvoir accueillir le chœur de l'armée française avec Johan Vexo, qui est le titulaire de l'orgue de la cathédrale de Nancy, puis qui a été plus de 25 ans titulaire, co-titulaire d'ailleurs, de l'orgue de chœur de Notre-Dame de Paris. Et donc on aura un beau programme de musique sacrée, avec entre autres une messe de Maurice Duruflé, qui est un très grand compositeur du début du XXe siècle. Et on aura des pièces solo aussi au grand orgue pour faire entendre toute la palette sonore de ce très grand instrument. C'est une palette qui ira en gros du baroque jusqu'au contemporain, c'est bien ça? Exactement. On aura plus de 4 siècles de répertoire proposés en 3 soirées. C'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, reprocher, hein, j'ai bien mis les guillemets, le côté un peu, pas ancestral, le côté religieux, bien sûr, le côté peut-être désuet, ça fait partie des préjugés autour de l'orgue? Complètement, ça c'est vraiment des préjugés. On a l'impression on pourrait avoir l'impression que l'orgue sent l'encens. Alors évidemment, il a une activité cultuelle extrêmement importante, puisque c'est un acteur vraiment de la liturgie, mais il ne faut pas oublier que c'est un véritable instrument de musique pour lequel beaucoup de compositeurs ont écrit des chefs-d'œuvre. Et donc tout l'aspect culturel de l'instrument doit être mis en valeur. L'orgue est dans les églises, mais c'est un instrument à part entière. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Olivier Vernet, ce soir sur Monaco Info. Merci. Ceux qui font Monaco, comme tous les mercredis, votre rendez-vous avec Christine da Petit-Homel, qui s'est arrêtée aujourd'hui dans une, qui sait, de vos adresses préférées. Oui, aujourd'hui on se retrouve au 5 avenue Saint-Michel. Nous avons découvert pour vous une petite pépite nichée à quelques pas du casino. Upiamu Ufrescu, un nom bien monégasque, est ouvert depuis 18 ans déjà et fait le bonheur des pendulaires mais aussi des résidents. Upiamu Ufrescu, c'est où nous prenons le frais. Parce qu'il y a des années de ça, tous les monégasques vont vous dire que c'était le glacier le plus à la mode, le glacier de Monaco. Donc tout le monde se réunissait ici. Et alors aujourd'hui, est-ce que c'est encore un glacier? Non, ce n'est plus un maître glacier qui tient. Il était situé place Léo Ferré et quand le Parc Palace a été construit, ils sont venus s'installer ici et ça a changé de nomination. C'est devenu un petit snack, un petit restaurant, voilà, une petite crêperie au fur et à mesure. Et malheureusement, le terme de glacier s'est un petit peu effacé avec les années. Mais vous avez conservé le nom? Ah, toujours. Je crois qu'il n'a jamais changé de nom. Jamais. Et alors, qu'est-ce que vous proposez à la carte aujourd'hui? Des choses très très simples, croque-monsieur, salade, et nous avons surtout les galettes bretonnes et les crêpes sucrées, voilà. Quelle est l'ambiance de votre établissement? Très familiale, les gens viennent tous les jours quasiment, avec des enfants, sans les enfants. Ce sont des gens qui travaillent dans le quartier, donc ils savent qu'ils peuvent venir, c'est pas un gros budget. Donc tous les jours on les a et on se connaît, on s'appelle tous par les prénoms, c'est vraiment très familial. Vous l'aurez compris, Upiamu Ufrescu vous accueille du lundi au vendredi ici pour l'heure du déjeuner. Mais sachez également que l'établissement vous propose des petits déjeuners dès 7h du matin. Notez-le déjà, dans 2 samedis aura lieu la prochaine journée du Monégout Repair Café. L'occasion de bricoler, rafistoler, réparer vos objets du quotidien, bien loin du règne aujourd'hui de l'obsolescence programmée. Information d'importance, ce sera non pas au marché de la Condamine, mais exceptionnellement à l'intérieur du parc Princesse Antoinette, à la salle à Fabrica, à l'entrée supérieure du parc, pour donner une seconde vie, si vous le souhaitez, à tous vos objets
transportable. L'entrée est libre, c'est entre 14h et 17h30, je vous le rappelle, le samedi 19 octobre prochain. La météo, c'est avec vous, Christine Dapetit-Homel, et vous êtes porteuse ce soir de bonnes nouvelles pour ces prochaines heures. Eh bien, demain, mon cher Christophe, il fera nuageux le matin, ensoleillé l'après-midi. Les températures, quant à elles, seront douces, puisqu'elles seront comprises entre 19 et 24 degrés. Et puis sinon, demain, nous dirons bonne fête au Ghislain. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les instantanés de la séance d'installation. Aujourd'hui, de la 18e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Une immersion grandeur nature au cœur de la société civile pour faire part de leurs projets auprès des seniors. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.